Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Un monde de bulles, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée et à l'illustration. On va célébrer aujourd'hui un auteur, on va tirer le portrait d'un peintre, d'un illustrateur qui est là, John Ho. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous allez partir en Nouvelle-Zélande, on va en parler tout à l'heure, pour le film Bilbo the Hobbit. Mais avant tout ça, on va parler de vous. D'où vous venez? On va commencer par l'enfance, évidemment, c'est important. Quels sont vos plus lointains souvenirs d'enfance? Et évidemment, vos plus lointains souvenirs liés peut-être à l'illustration, à l'art en général. Non, moi j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Peut-être le premier, c'est un dessin que j'arrivais pas à faire. C'était prémonitoire, je crois. D'accord. Ouais, et depuis, ça s'est pas amélioré non plus. Mais souvent, les enfants, ils commencent par dessiner, puis dès que l'écriture arrive, Oui. ils s'arrêtent de dessiner. Vous avez continué comme Oui, beaucoup. oui, mais je crois que le dessin est tellement immédiat et tellement spontané, et comme il n'y a pas d'apprentissage d'un langage, ça permet de s'exprimer sans études préalables. Puis finalement, l'écriture met à mal toute la créativité du dessin. Je crois que dans une société où tout le monde sait écrire, ce n'est pas du tout étonnant que très peu de gens savent dessiner. Est-ce que vous vous souvenez de rencontres marquantes dans l'illustration ou dans la peinture qui vous ont peut-être ouvert ces portes vers certains univers? Les rencontres, c'est toujours un drôle de fruit et du hasard et de la provocation, puisqu'on essaie de provoquer les rencontres, soit avec des personnes, soit avec des œuvres ou des lieux. On ne réussit pas toujours. Et puis finalement, je m'en remets au destin. Je me dis que si on est censé rencontrer des gens, on va le faire. Si on ne le fait pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Mais je fais un grand effort d'aller voir des œuvres, constamment. Des œuvres et des lieux. Vous n'ayez pas peur, justement, de l'influence des autres? Ah, mais l'influence des autres, c'est très important. Il faut. Je crois que vouloir s'isoler, faut se demander pourquoi. Est-ce que c'est pour se protéger, puisqu'on a peur de se faire influencer par les autres? Alors c'est un peu idiot, dans le fond, puisque toute influence est un enrichissement, quitte à en faire quelque chose de pas très original au départ, mais de se l'approprier ensuite. C'est un truc que je dis, j'ai souvent des jeunes dessinateurs et dessinatrices qui viennent me demander des conseils, choses que j'aime pas trop donner, puisque j'ai un peu peur qu'ils écoutent. Mais je leur dis toujours, quand ils me disent, mais on me dit de pas copier. Je dis, mais c'est idiot, puisque copier, c'est la meilleure façon d'apprendre une chose. Je veux dire, si on est touché par le dessin de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'insaisissable dans ce dessin qu'on ne peut pas définir, mais on est touché quand même. Donc de le redessiner en soi-même, ça permet de faire le tour de la question, de s'en dégager et d'aller plus loin, beaucoup plus vite. Donc oui, copier, il n'y a que ça de vrai dans le fond. C'est important, mais est-ce que vous, graphiquement, au fond de vous, vous sentez qu'il y a eu, je ne sais pas, peut-être des peintres ou... Non, maintenant je suis immunisé. Hein. Complètement? Oui, complètement. Il n'y a plus rien. Non, c'est insensible. Plus rien me touche. Non, j'admire maintenant. Maintenant, ça revient à de l'admiration pure. Mais je ne ressens plus vraiment le besoin de me l'approprier. Mais il n'y a pas une école particulière, une époque particulière qui vous semble plus intéressante par rapport à vous, à ce que vous êtes ou Ah oui, il y a beaucoup. Hormis toute la peinture jusqu'à la Renaissance, et ensuite à partir, à la limite, hormis quelques exceptions, à partir de 1840 par là, les pré-raphaélites, tous ces gens-là. Je crois que ma période favorite, c'est le début du 20e, fin 19e. Et il y a pléthore d'illustrateurs et de peintres qui sont inconnus au bataillon aujourd'hui, qui ont fait des choses extraordinaires pour des revues qui sont complètement périssables, disparues, on ne trouve plus, et qui sont magnifiques, vraiment très très beaux. On a visité récemment, on était à Valence pour une expo en Espagne, et puis il y a un peintre qui s'appelle José Segrel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Ah ben voilà, on est allé voir son musée. On a fait un pèlerinage. Et puis c'était magnifique. C'était vraiment extraordinaire. On a passé une matinée, mais de rêve. Donc ces choses-là, finalement, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, d'aller faire des pèlerinages, d'aller trouver des choses.
John, il y a une rencontre, évidemment, j'imagine, qui est marquante pour vous, c'est la lecture de Tolkien. Est-ce que vous vous souvenez, la première fois que vous avez commencé à feuilleter l'œuvre de Tolkien? Oui, je m'en souviens, comme si c'était hier, non. Voilà. C'est que j'ai lu ce bouquin dans le mauvais sens. J'étais au lycée, j'avais pas les ronds pour acheter le livre. Donc je voulais le prendre à la bibliothèque, mais comme tout le monde le prend, le premier tome, le garde à moi, le lit pas, j'ai pris le deuxième. Ah d'accord. Ouais. Donc j'ai lu ça, j'ai trouvé ça pas mal, mais c'était un peu décousu. Ouais. J'ai lu le troisième, ensuite j'ai lu enfin le premier en dernière position. Et puis je crois que j'ai gâché la lecture totalement. Donc après je l'ai relu pour mon fils quand il avait 5-6 ans. Et puis non, c'est un bouquin extraordinaire. Et tout de suite, vous avez eu l'envie de créer, justement, à partir de ce bouquin, de ces personnages, de mettre sur le papier, de donner de l'émotion par rapport à ce que vous aviez lu? Je vais vous donner une réponse un peu normande, oui et non. C'est-à-dire que oui, j'avais envie, mais non, j'avais pas le bagage culturel nécessaire pour le faire. Moi, je voyais les monstres, les grosses batailles, les créatures volantes, les machins en flammes et tout ça. Ouais. Donc j'avais 12 ans, hein, donc ça c'est assez logique. Mais Tolkien ne suffit pas en lui-même. Il faut savoir il faut lire entre les lignes. Et tant qu'on n'a pas lu entre les lignes avant de lire Tolkien, on n'a pas justement le bagage visuel nécessaire pour l'exploiter. Mais ça coïncidait assez bien avec l'époque où les premiers calendriers sont sortis. Puis je me suis dit, il y a un truc à faire. Vous êtes l'un des premiers, justement, à avoir adapté graphiquement. Ah non, il y a eu beaucoup de gens avant. Et les calendriers sont sortis en 75. Donc moi j'étais encore au lycée à ce moment-là. Donc j'ai fait la première publication, je crois, en 87. Donc il y a déjà eu beaucoup. Mais ça appartenait un peu à cette période, un peu babacool, où c'était plutôt l'écologie, un peu donc c'était pas très actuel. Vous vous sentez aujourd'hui le traducteur graphique de l'œuvre de Tolkien? C'est un titre, ça? Oui. Ah, super, voilà. Il y a une médaille qui va avec et tout? Peut-être. Oui. Non, je crois qu'on propose les choses. Je crois qu'on est touché par je dis un texte, mais quand je dis un texte, ça peut être une situation, un environnement, une histoire, un contexte. Disons un contexte. Et on a envie de faire des images. Et je crois qu'à partir de là, si on vise, tout ça c'est intuitif, hein, on fait pas un sondage pour voir comment on va dessiner telle et telle chose, mais si on arrive à cerner tant soit peu ce qui intéresse les gens, je crois que là les images, elles vont rester. Et si on le fait pas, les images disparaîtront. Tolkien ne donne pas forcément des définitions précises justement de ces personnages. Il y en a qui sont plutôt très précis, d'autres où il y a très peu d'indications par rapport à ce que lui imaginait. Comment on crée un personnage alors? Je crois que la première règle, c'est de ne pas contredire le texte, évidemment. Et ensuite, je suis tenté de dire que c'est au pif, puisque je crois qu'il faut de nouveau pas trop réfléchir. Si on se met à réfléchir, ce n'est plus du dessin. Et je crois que là où Tolkien est très très fort, c'est qu'il décrit pas toujours les situations, il décrit les émotions de ceux qui les vivent. Et l'ambiance. Et l'ambiance. Et là, du coup, c'est très libérateur, puisqu'on a très peu de contraintes visuelles, mais on a des précieuses indications de sens et d'émotion. Et à ce moment-là, il faut le traduire visuellement. Et ça, c'est très chouette. Cette trilogie, à la fois du Seigneur des Anneaux, et là, comme je l'ai dit, vous partez en Nouvelle-Zélande pour Bilbo the Hobbit. Comment vous êtes arrivé dessus? Ça se fait naturellement, c'est-à-dire que eux avaient besoin de vous pour créer ces univers au cinéma?
Plus ou moins, oui. C'est-à-dire on a reçu un coup de fil. Et puis on est parti travailler sur le film. C'est là où Jackson a fait un choix intéressant, puisque le monde du design à Hollywood est quand même, c'est pas un monde fermé, mais il y a beaucoup de gens très compétents dans ce milieu. Il y a beaucoup de gens qui sont très forts. Et l'idée d'aller chercher deux illustrateurs dont l'expérience cinématographique se résumait à peu de choses était un pari, puisqu'on aurait pu, d'une part, ne pas s'entendre, d'autre part, ne pas comprendre ce qu'il fallait faire. Mais je crois on les a eus un peu à l'usure. C'est que pendant les 6 mois où ils travaillaient sur le script, ils avaient tapissé le bureau avec toutes les images qu'ils trouvaient. Et je crois que finalement, ils se sont habitués à voir nos dessins. Et ils se sont dit, bah, allez, pourquoi pas ces deux-là. Mais ça vous a pas inquiété, vous qui travaillez la matière pour créer de la peinture, pour créer de l'illustration, d'aller sur un film qui, évidemment, se tourne dans des décors naturels, mais aussi est beaucoup travaillé en post-production, avec des effets spéciaux, avec des fonds verts. Est-ce que vous avez tout fait, peut-être ce que vous me disiez, pour faire en sorte qu'il se dégage de ce film quand même un naturel par rapport à toute l'ambiance, l'émotion qu'a pu décrire Tolkien, qu'a pu écrire Tolkien? Mais je crois que le dessin, finalement, le dessin et le cinéma, à la limite, le dessin, c'est un peu le petit frère un peu pauvre du cinéma, dans le sens où on travaille en images qui sont plates et immobiles. Par contre, on met beaucoup d'énergie à communiquer ces choses qu'on ne peut pas avoir. Donc la profondeur, le mouvement, le bruit, enfin, on voudrait les imaginer dans le dessin. Et puis là, c'était l'opportunité de les avoir. Donc finalement, le travail d'approche pour le film était techniquement un peu différent, mais dans l'esprit complètement pareil. Sauf qu'on n'était pas obligé de faire de la mise en scène, on a créé seulement les visuels. Pour Bilbo the Hobbit, des années après vos premiers croquis, vos premiers travaux justement sur l'œuvre de Tolkien, qu'est-ce que vous avez pensé du film finalement au final? Est-ce que vous avez retrouvé l'énergie, le désir, peut-être la passion que vous aviez mis justement à créer une partie de cette œuvre? Ben ouais, c'était très étrange j'ai travaillé assez longtemps en amont. Donc la pré-production, c'était une bonne année même avant les premiers tours de manivelle, ensuite une année de post-production. Et puis arrive l'été qui précède la sortie à Noël de ce film, du premier, et ils faisaient une présentation à Cannes. Ils ont présenté 20 minutes à Cannes, et puis on recevait des coups de fil et des trucs des journaux de partout en nous demandant comment c'était. Puis je disais, ouais, ça va être génial, ça va être super. Ouais. Et puis en fait, j'en savais rien. J'avais rien vu. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais si c'est une horreur? Et puis on est allé à Cannes justement pour voir ce petit film de 20 minutes et on est sorti de là non seulement très rassuré mais enchanté. Ouais. Vraiment enchanté. Vous avez retrouvé toute la poésie peut-être qu'il y a dans cette œuvre-là? Oui, quand même. C'est clair que moi j'aurais vu des choses encore plus poétiques, encore plus lentes, mais c'est clair qu'on est au cinéma, on est au XXe siècle. Mais c'est des films déjà longs. Et c'est quand même des films déjà très longs. Je trouvais que visuellement on s'est beaucoup retrouvé là-dedans. J'étais très heureux de voir toutes ces choses à l'écran où il me semblait me reconnaître. Apparemment, ça vous a plu, parce que, je le disais, vous retournez en Nouvelle-Zélande. Bilbo the Hobbit, c'est un nouveau pari, un nouveau scénariste, un nouveau réalisateur surtout. Il y a toujours la même envie de travailler sur l'œuvre de Tolkien finalement. Il n'y a jamais un moment où vous vous êtes dit, bon, j'en ai fait assez dans ma vie par rapport à cette œuvre. Ras-le-bol Tolkien, ouais, voilà. Oui, non, je crois que ce serait possible de continuer encore autant de temps qu'on veut finalement, puisqu'on fait une lecture, on fait une proposition,
on met en place quelque chose, mais c'est pas définitif. Je prétends pas du tout, en aucune manière, avec aucun dessin, créer quelque chose qui met un point à la ligne. Au contraire, je crois que ça doit servir de point de départ à une nouvelle réflexion. Donc c'est clair que lorsqu'on a fait des personnages ou des choses qui ont collé tant soit peu au texte, on hésite à les changer. Mais il y a beaucoup de choses que je verrai différemment aussi. Et peut-être l'année prochaine, je les verrai différemment encore. Est-ce qu'il y a un personnage qui vous plaît plus peut-être qu'un autre, qui vous ressemble dans sa façon d'être et d'exister à travers le texte? Ça, c'est la question que j'ai toujours. Non, il n'y a pas... Non, C'est moi, vrai? je suis pas très... Oui, il y a quand même des personnages qui me plaisent, mais c'est clair que j'ai une liste qui est double. C'est que j'ai ceux qui me plaisent visuellement et ceux qui me plaisent humainement. Ouais. Et c'est clair que la psychologie du Balrog n'est pas très intéressant à expliquer à l'écran, mais les personnages, comme il y a des personnages tragiques, j'aime beaucoup Éowyn par exemple. Il y a des personnages qui ne sont pas dans le roman. La femme de Denethor, donc la mère de Boromir et Faramir, mais quelle famille! Mais c'est extraordinaire et je trouve ça souvent très 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 beau et très poignant. Lorsqu'on crée par rapport à Tolkien, dans quel état d'esprit vous êtes? C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre atelier, devant cette page blanche que vous allez travailler, est-ce que vous plongez dans cette époque-là, dans cet univers-là, dans cette émotion-là? Ou est-ce que vous restez quand même un peu dans le réel par rapport à ce qui vous entoure? Je crois qu'il faut... Je sais pas. Je crois qu'il faut quand même faire un univers qui est cohérent. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas plein de choses qui ne collent pas forcément sur le plan historique, mais qui collent quand même dans cette géographie historique particulière. Je crois que je ne vis pas mes dessins. Hein. Je suis pas le mec qui m'habille je sais pas, en peau d'ours et puis j'habite dans la... Il faut pas confondre ce que l'on fait et ce que l'on est dans le fond. Et s'investir, oui. Mais c'est un investissement intérieur et pas un investissement de façade. D'accord, mais je sais pas, lorsqu'on dessine, je sais pas, Gandalf qui arrive dans une prairie, je sais pas, est-ce qu'on hume le printemps, les arbres, le vent qui passe? Est-ce qu'il y a cette émotion-là? Ben, il faut. Et je crois qu'il faut être sensible à ces choses-là. Je passe beaucoup de temps à me promener, enfin quand je peux, hein, c'est pas autant que j'aimerais. J'essaie de rester en quelque sorte vulnérable, entre guillemets, par rapport à tout ce que peut m'apporter le visuel. Et je crois que comme quand on travaille dans un style qui est plus ou moins réaliste, où on n'a pas une interprétation forte graphique, on reste assez proche de ce que l'on essaie de dessiner. Et on ne réussit que rarement à le rendre comme on veut. Donc finalement, chaque dessin est réussi à 30, 40, 50%, parfois un peu plus. Et on se dit, mais ouais, la prochaine fois, je pourrais faire mieux, je pourrais vraiment l'avoir. Et je crois beaucoup aussi aux archétypes, à l'idée que l'on puisse dessiner une fois une montagne qui résume toutes les montagnes, qu'on puisse faire un arbre qui raconte en lui tout seul tous les arbres. Et j'essaie de garder en tête, autant que possible. Mais c'est clair qu'on a aussi beaucoup de plaisir à rendre les effets de lumière, les volumes, les profondeurs et tout ça. Donc mais c'est pas le but. C'est le véhicule qui transporte l'émotion et l'intérêt. Donc ça sert à rien de faire des super beaux dessins où on voit tous les brins d'herbe et tout. Les gens se disent mais c'est bien fait et tout. Ben, parfois c'est très mal fait. C'est très compétent. C'est très talentueux, mais ça peut être très vide aussi. Je crois que le dessin, il commence lorsqu'on enlève une couche, lorsqu'on va un peu dedans. Et je suis pas un grand fan de ces artistes qui arrivent à faire des trucs hyper léchés, très très beaux, mais on regarde, on gratte un peu, il n'y a rien derrière. Donc je préfère les gens qui ont un dessin plus maladroit, plus difficile, qui leur coûte plus. Et qui ont quelque chose à dire, même s'ils disent mal, même s'ils disent difficilement. Je trouve ça très beau.
C'est compliqué le dessin. C'est C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez de la chance de ne pas dessiner, puisque vous imaginez les problèmes que vous aurez maintenant. Ça peut être justement une source vraiment d'angoisse, de douleur intérieure, de blessure, le dessin. Ben, je crois pour certains, oui. Mais pour vous, John, Pour moi, non. ça se passe jamais mal, il n'y a jamais Oui, de moment vraiment ça se passe parfois très mal, mais là, je le balance, le dessin. Il est loin et je recommence. Donc, c'est plutôt... ça serait plutôt un mal qui se passe sur le terrain et non pas une espèce de mal intérieur qui est exprimé par le dessin. Mais c'est clair que on me demande souvent, mais vous dessinez que des trucs de conflit, des trucs qui bougent, des machins comme ça, enfin des choses où il y a beaucoup de tension. Vous n'êtes pas normal. Et puis bon, bah, j'en sais rien. John, est-ce que vous avez des outils de prédilection pour travailler, pour dessiner, pour illustrer Est-ce qu'il y a des pinceaux particuliers, des matières particulières que vous utilisez? Mais je crois que la petite panoplie que chaque illustrateur finit par se retrouver, son papier qu'il arrive à commander, les pinceaux qui sont un peu fatigués mais qu'il aime bien, je crois que tout ça c'est des éléments de réconfort, puisque ce que l'on fait est très abstrait tant que c'est pas sur papier. Donc la mise sur papier doit à la fois être ce qu'on attend à avoir, mais toujours avoir des surprises. Donc on veut les bonnes surprises et pas les mauvaises. On veut pas le pinceau qui déconne. On veut la tache qui s'agrandit ou qui coule et qui tout d'un coup fait un nuage intéressant. Donc c'est vrai qu'on a chacun ses petits trucs, ouais, c'est clair. On s'habitue à... c'est très aléatoire aussi, ça dépend ce qu'on peut commander, ce qu'on trouve. Mais c'est vrai qu'un beau pinceau, c'est quelque chose de très vivant. C'est-à-dire que vous essayez d'apprivoiser les matières, faire en sorte qu'elles vous échappent un petit peu, mais que vous puissiez aussi les rattraper pour créer. Mais oui, c'est ça. Je crois qu'il faut profiter de ses compétences, ce qui fait que les surprises ne sont pas des mauvaises. Parfois, ça m'arrive, je commence en général les 15 premières minutes. C'est très mouillé, c'est avec beaucoup d'eau, beaucoup de couleurs, ça se met en place très très vite. Et là, je sais en 15 minutes si ça va aller ou pas. Et si je me plante, tant pis, je recommence. Avant, quand j'étais plus jeune et plus bête, enfin, je me disais, mais je peux rattraper ça. Si je bosse dessus, je rajoute des détails et tout, je peux l'avoir, ce truc-là, ça va être génial. Et j'aurais passé une semaine à faire plein de petits détails sur un dessin qui, au demeurant, n'allait pas. Pour X raisons, ça peut être toutes sortes de raisons. Maintenant, j'ai bien appris que si ça va pas, si on n'est pas content au départ, il vaut mieux abandonner et recommencer. Vous parliez quand vous étiez plus jeune, mais l'avenir, John, quels sont vos rêves aujourd'hui? Les univers que vous avez envie d'explorer, justement? Oh, mais il y en a beaucoup. J'ai pas la liste, je l'ai oublié à la maison, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je crois qu'on n'a jamais fini. Je crois que c'est ça qui est bien dans le fantastique, finalement, c'est que c'est une espèce de surréalité, dans le sens où c'est la réalité avec un truc en plus. Et je crois que là, ça combine non seulement le plaisir graphique de rendre les surfaces, les profondeurs et toutes ces choses-là, mais aussi de ramener une forte ligne narrative. Et puis les deux s'entendent très bien dans ce genre d'exercice. Donc c'est clair qu'on n'a jamais fini. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à dessiner. Et ça fait partie de votre construction personnelle, justement? L'illustration, l'art? Parler à mon psy. Non, je sais pas. C'est le pinceau, justement? Oui, c'est lui, non, c'est mon aérographe. Mais c'est vrai que lentement, on se définit par rapport à ce que l'on fait est défini par rapport à ce que l'on est. Donc c'est vrai qu'il y a un retour, un échange, un aller-retour
constant. Mais je crois que le dessin, dans son ensemble, est un aller-retour, puisqu'il y a ce qu'on met sur le papier, il y a le retour de ce qu'on voit, qu'on n'attendait pas forcément, ou les idées qui viennent à mi-chemin et qui tout d'un coup font changer de direction. Il y a l'aller-retour entre l'artiste et son environnement, les gens, les lieux, enfin tout. Tout est en train de partir dans un sens ou dans l'autre. Et c'est pas statique. C'est jamais statique, c'est jamais acquis. Et ça, je trouve, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très, très agréable. Je n'envisage pas la retraite. Je crois que tous les créateurs en images narratives sont pareils. C'est qu'on est toujours... C'est pas qu'on n'a rien à dire qui vient de l'intérieur, forcément. C'est qu'on est très touché par les choses qui viennent de l'extérieur. Que ce soit des récits ou des situations ou des choses qui ne nous appartiennent pas forcément, mais qui nous touchent. Alors du coup, c'est peut-être une façon de se l'approprier, j'en sais rien, mais je crois que c'est plutôt une envie de le repartager d'une certaine manière, de se dire, mais ça c'est génial, si je pouvais faire un dessin de ça, je pourrais encore proposer encore une facette de cette chose-là. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est jamais fini. Bah, merci John. Merci à vous. L'émission est finie. Déjà? Eh oui. Mais on vient de commencer. À peine. À peine. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. De nous avoir fait découvrir une partie de votre univers. Bon voyage en Nouvelle-Zélande. Merci. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures d'un monde de bulles. Merci à vous. Chaque semaine, Parlement Hebdo confronte une personnalité politique à l'actualité parlementaire. Présenté par Emmanuel Kessler pour Public Sénat et Émilie Aubry pour la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlement Hebdo, c'est un retour très complet sur les grands moments du Sénat et de l'Assemblée.